L'Équateur, du coup, avec une situation qui est un peu compliquée avec l'actuel président à la libéral conservateur, on va dire ça comme ça, libéral économiquement, ultra conservateur sur le reste et très sécuritaire. Est-ce que le retour de la gauche au pouvoir en Équateur pourrait rasséréner un petit peu la population? Eh bien, on le souhaite, puisque voilà, encore une fois, un niveau de violence qui est corrélé là-bas. J'ai pas fait exprès, hein, qui est corrélé là-bas, que tous les sujets sont liés à l'augmentation de la pauvreté. Comme quoi, toujours un terreau fertile. Alors plusieurs ici, on a un petit extrait d'une vidéo de Courrier International pour commencer, qui ne parle pas uniquement, ça-t-il par contre, si t'es devant mon smartphone, c'est compliqué, qui ne parle pas uniquement de l'Équateur, mais qui en parle notamment. J'ai cherché un dessous des cartes, il n'existe pas encore de dessous des cartes, Arte, si vous voulez vous bouger, n'hésitez pas, de dessous des cartes sur l'Équateur. Et moi j'ai une copine qui vient de là-bas, donc voilà, j'ai doublement souhaité traiter le sujet. Satil, c'est toi qui viens de cliquer, c'est Satil qui lance les sujets maintenant. Avec sa patte comme ça, normal, elle clique sur les souris. Incroyable. Le respect, moi. Remigration des chats, moi voilà, c'est ça que je dis. Pardon. Subvention au carburant annoncée en octobre 2019 par le gouvernement de Lénine Moreno, des foules immenses protestent dans les... Qui a pris la suite de Correa, même s'il l'a un peu trahi politiquement au niveau de la ligne. Du coup, Lénine Moreno, je crois, c'était ça le nom. C'est ça, Lénine Moreno. Et depuis, bah, c'est des deux droitos qui se sont succédés. Des foules immenses protestent dans les principales villes. Les jours qui suivent sont si agités que le président décrète l'état d'urgence et déménage de la capitale. L'influente Confédération des nationalités indigènes mobilise ses adhérents dans toutes les provinces pour marcher sur Quito en appui à la rébellion. Une grève générale bloque tout le pays. Le 13 octobre, le président renonce à sa mesure d'austérité. Au Chili, le 18 octobre... On passe sur le Chili. J'avais un autre sujet, je crois qu'il était de France 24. Et que là, il parle justement de l'actuel président, Guillermo Lasso. Qui, voilà, en fait, il avait genre 12 députés au Parlement, donc une situation très compliquée. C'est une sorte de super Macron, très libéral et encore plus sécuritaire si c'est possible, et ultra opposé. Mais bon, c'est un petit peu le cas de tous les dirigeants parce que c'est un pays qui, sur les mœurs, notamment religieuses, sont extrêmement conservateurs. Et d'ailleurs, en bonus, je vous mettrai un reportage d'une 30aine de minutes sur l'impossible avortement des femmes du coup en Équateur. Une imposante présence policière et militaire s'est déployée aux abords du Parlement quelques heures après l'annonce de sa dissolution par le président Guillermo Lasso. L'opposition dénonce un acte antidémocratique. Le décret de dissolution publié mercredi matin par le président est illégal parce qu'en ce moment, il n'y a pas de troubles intérieurs ni de graves crises politiques. Dans le camp du président conservateur Lasso, menacé par une procédure de destitution suite à des accusations de détournement de fonds, on se défend de tout acte illégal, s'agissant d'un pouvoir accordé au président par la Constitution de 2008. La dissolution est légale et garantie par la Constitution. Elle est conforme à nos institutions et elle est protégée par notre système juridique. Mais peu de temps après l'annonce de la dissolution, l'armée soutien du président a bouclé le quartier du Parlement et a averti que les forces de sécurité agiraient fermement si des violences éclataient. Une situation inadmissible pour l'opposition. Nous rejetons... C'est-à-dire qu'il y a... J'ai oublié de remettre bien mon micro. Il n'y a pas de soutien populaire, il n'y a pas de soutien parlementaire et il y a un raidissement du pouvoir quand même. Des mesures telles que le bouclage militaire du Congrès. C'est toujours au peuple de décider dans une démocratie. L'opposition reste pour l'instant mesurée dans ses... Je parle pas espagnol, mais il n'a pas traduit une partie de la phrase. Réaction, car la dissolution entraînera des élections anticipées dont elle pourrait sortir renforcée. Et qui, pour prendre la suite, du coup, bah, c'est la question sur laquelle on va s'interroger ensemble avec un article du Libération d'aujourd'hui, du 20 juillet 2023. Alors aussi, d'ailleurs, by the way, c'est en page Monde de toute façon.
en page 6 et 7, sachant que en page 10, il y a un article tout à fait remarquable aussi. Et merci Enigmatic Viewer, merci, c'est ton premier mois d'abonnement, un gros Daniel, sois le bienvenu, profite d'une émission sans pub et des meilleurs emojis du Twitch Game. Donc ouais, ça c'est juste petite parenthèse, mais Mélenchon et les Juifs, histoire d'une rupture, avec une photo de Mélenchon un peu inquiétante. Je sais pas si il déteste LFI, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à Libération il déteste Mélenchon, ça c'est une chose qui est à peu près certaine, et du coup c'est un article qui s'appelle Présidentiel en Équateur pour la gauche. Le retour est joué, point d'interrogation. En tout cas, il y a de quoi espérer, même si ils vont nous expliquer que par rapport au système électoral, rien n'est joué non plus. On va lire ça ensemble dès que j'aurai été chercher mon café. Et donc c'est un article de, si on arrive à le lire, de Samuel Ravier-Regna. Malgré son manque de notoriété, la candidate, c'est d'elle dont il sera question, progressiste, Luisa González, alors certains disent que c'est un petit peu la suite de Correa, pourrait prendre la tête du pays andin lors de l'élection du 20 août. Donc dans un mois. Pour cette victoire, le coréisme retrouverait le pouvoir 6 ans après la fin du mandat de l'ancien président Rafael Correa. Alors pour les gens qui voudraient le situer, c'est sur la côte ouest du coup de l'Amérique latine, au sud de la Colombie, au nord du Pérou. Si vous souhaitez situer l'Équateur. 6 ans après la fin donc, du règne de Correa, au pouvoir pendant une décennie, la gauche pourrait reprendre le pouvoir en Équateur. Ah, petite répétition. C'est ce que suggèrent les sondages à un mois d'élections présidentielles et législatives. Ah, les deux sont en même temps. Alors c'est étonnant si les deux sont en même temps que Guillermo Lasso, il ait gagné la présidentielle et se soit à ce point ramassé aux législatives. Donc qui sont précipités par la décision du président Guillermo Lasso justement de recourir au dispositif de mort croisée qui implique à la fois la dissolution de l'Assemblée nationale et la fin de son propre mandat. Le bouton autodestruction. Pour échapper à une procédure de destitution. Trop impopulaire, le dirigeant conservateur ne se représente pas. Et Luisa González, candidate de Révolution citoyenne, le parti de Rafael Correa, est pour le moment donnée largement gagnante, avec entre 25 et 40%. Alors 40%, vous verrez que si elle l'atteint, c'est important, ça fait une grosse différence. Des intentions de vote. Et salut Catchibre. Je viens d'arriver, on peut me faire un petit débrief. Bah fallait être là avant. Mais là on est juste au début du sujet sur l'Équateur. Mais on va pas faire un récap des autres sujets. La rediff te tendra les mains. Cette tendance s'explique par le bilan désastreux des gouvernements de Guillermo Lasso et de son prédécesseur Lenín Moreno sur les thématiques sociales et sanitaires qui contrastent avec l'abondance des années Correa, liées au prix favorable des matières premières selon Pablo Ospina, maître de conférence en études sociales à l'université andine Simón Bolívar de Quito, la capitale. Capitale administrative, si ce n'est économique. C'est une autre ville, je crois qu'ils en parlent un peu plus tard. Voilà, c'est Guayaquil, je crois, la capitale économique. Donc Pablo Ospina, donc voilà, maître de conférence. Début février, Révolution citoyenne avait déjà remporté les élections locales, en s'imposant notamment à Quito et Guayaquil, les deux villes les plus peuplées du pays. Âgée de 45 ans, l'avocate Luisa González a occupé plusieurs fonctions ministérielles pendant les mandats de Rafael Correa. De sa filiation avec l'ancien chef de l'État, qui bénéficie de l'asile politique en Belgique en raison de sa condamnation à 8 ans de prison pour corruption. Alors l'affaire de corruption, moi j'ai cherché un peu, ça n'a pas l'air ultra clair. Lui il a nié se réfugier en Belgique. Après on a dit qu'il était au Venezuela. Je vous avoue que c'est pas ultra clair. À 8 ans de prison pour corruption qu'il dénonce comme une manœuvre politicienne. En tout cas, le détail n'est pas clair, vraiment. Regardez par vous-même, hein, mais la candidate ne fait aucun mystère. Le visage du quatuor de la gauche équatorienne est régulièrement relayé par la propagande électorale de Révolution citoyenne et Luisa González a d'ores et déjà promis d'en faire un de ses principaux conseillers en cas de victoire. Et donc, vous la voyez ici, au premier plan, à Quito. Son programme progressiste s'inscrit dans la continuité de celui de Rafael Correa. Nous savons faire, répète-t-elle en substance. Alors, en tout cas, on a déjà fait par le passé. On a connu des décisions politiques qui ont mené à plus de prospérité. Et quand on a changé, bah, peut-être que tout ne s'explique pas que par ça, mais force est de constater. Mais la seule femme en lice dans la campagne qui pourrait devenir la première présidente de l'histoire de l'Équateur n'a pas encore convaincu tout le monde à gauche, et surtout pas les organisations féministes, qui lui reprochent, puisque je vous l'ai dit, c'est un vrai gros bail là-bas,
qui lui reproche son opposition à la dépénalisation de l'avortement. Alors, c'en est à tel point que là, le président actuel, genre, il y a des gens qui ont parlé de dépénaliser l'avortement pour des femmes qui auraient été violées ou dont à l'échographie on se rendrait compte que le fœtus a des malformations. Et ben même là, il a dit hors de question, jamais. Je préfère massacrer tout le monde dans le pays plutôt que d'autoriser une seule femme à faire ça. Plus ou moins. Après, Correa lui-même, il avait dit ouais, si vous faites passer une loi contre l'avortement, je démissionne. Donc Correa qui était de gauche et progressiste sur le reste, mais sur le sujet de l'avortement, tout le monde est extrêmement crispé. Même les candidats progressistes. Et par contre, il y a vraiment des femmes qui, pour avoir avorté, alors dans le reportage que je vous mettrai en bonus, vous verrez, j'ai pas tout regardé, j'ai regardé genre les 8 premières minutes, un truc comme ça, mais ça m'a déjà permis de constater des trucs un petit peu, voilà, choquants pour nous. C'est que, en fait, c'est à deux vitesses, c'est-à-dire qu'il y a les équatoriennes qui sont plutôt aisées, qui vont dans des cliniques privées et qui se font pas emmerder, et les autres... Bah, qui le font dans des conditions plus clandestines et quand ils se font choper, qui se font vraiment foutre en prison. Genre pour plusieurs mois de prison. Parce que tu as avorté. Oui, puis on n'oublie pas le côté aussi, c'est pas forcément fait dans des conditions parfaitement hygiéniques, etc. Et du coup, elles risquent leur vie en pratiquant un avortement illégal. Quoi. Évidemment. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le répétant. Donc elle n'a pas convaincu tout le monde à gauche à cause de ça. Parmi les 7 autres candidats qui participent à la campagne, 2 sont proches idéologiquement du gouvernement de Guillermo Lasso, donc actuellement au pouvoir, sans être officiellement adoubés par ce dernier. Bah de toute façon, ouais, s'il leur veut du bien, il va pas les adouber, vu combien il est détesté. Qui ne soutient publiquement personne. Bon bah voilà, comme ça c'est réglé. L'ancien vice-président de Lénine Moreno, Otto Sonnenholzner, classé 2e par plusieurs sondages avec environ 10% des voix, et le député Fernando Villavicencio. Tous deux sont partisans d'une politique répressive dite de la mano dura contre le crime organisé et la délinquance. Ah, ça plairait à Vincent Lapierre, peut-être, je ne sais pas. Dans un pays marqué par une forte augmentation de l'insécurité. Oui, il y a de l'insécurité, il faut plus taper tout sur tout le monde avec les flics et remigrer les autochtones. Oui, parce qu'en fait, il y a du racisme là-bas, mais en fait, c'est les populations autochtones. C'est les bails de l'Amérique latine. On l'avait vu aussi quand on parlait du Brésil. C'est quelle politique pour... Tout le monde est à certains degrés plus ou moins métissé, tu vois. Mais il y a des gens qui sont en apparence bien blancs et d'autres qui ont un physique plus amérindien d'Amérique du Sud, quoi. Bref... Il y a évidemment du racisme, comme partout, comme tout le temps. C'est comme quoi, en fait, on trouvera toujours des gens à stigmatiser, même s'ils viennent pas d'ailleurs, même si à la base c'est eux qui sont chez eux et que c'est le colon blanc qui est venu prendre leur pays. Eh ben on dira quand même que la récurrence, par contre, c'est que c'est toujours le blanc qui est au sommet de la chaîne alimentaire. C'est quand même fou, hein, cette récurrence. Quand tu parles de gens à stigmatiser, tu parles de gens qui ont des problèmes de vue. Je me fatigue beaucoup. Il voulait mais je méritais mourir de psycho. J'ai pas dit d'astigmatiser. Donc voilà, la mano dura contre le crime organisé, la délinquance dans un pays fortement marqué par une forte augmentation, de l'insécurité, qui a connu en 2022 le plus haut taux d'homicide de son histoire. Alors sachant qu'ils sont... Sous Correa, ils étaient passés un taux d'homicide pour 100 000 personnes, j'avais regardé le détail, qui était le plus faible de toute l'Amérique latine. Donc là, sur un aussi court laps de temps, passer d'un extrême à l'autre, c'est quand même parlant. Je sais pas, peut-être que les Vincent Lapierre de là-bas, ils disent tout ça c'est à cause des autochtones, ou je ne sais pas, j'espère pas. Ils vont dans les rues de Quito avec leurs caméras... donc le plus haut taux d'homicide de son histoire, comprendre plus de policiers, plus de sévérité, plus d'incarcération. Avec les très bons résultats qu'on connaît du coup. Admirateur revendiqué du président salvadorien Nayib Bukele, qui mène la guerre aux gangs au prix de multiples atteintes aux droits d'auteur, non pas du tout, aux droits humains, ce qui est pire, même si les auteurs parfois sont des humains. Gian Topic est sur la même ligne. L'entrepreneur millionnaire se présente comme un outsider apolitique. Vous vous rendez compte à quel point ça sent mauvais. Le mec, il veut des flics qui soient ultra vénères et il est apolitique. Décidé à restaurer la sécurité en Équateur. Alors, tout le monde veut qu'il y ait plus de sécurité en Équateur. C'est comment, encore une fois? Personne n'est pour le fait... Ah, c'est très bien qu'il y ait des gens qui égorgent d'autres gens, qui attaquent d'autres gens, qui veulent... Non. C'est pourquoi et comment on lutte contre ça. Ça, par contre, tout le monde est en désaccord, toujours.
Certaines enquêtes d'opinion lui promettent une place au second tour, prévu le 15 octobre, de même qu'un candidat autochtone, Yaku Pérez, inattendu 3e de l'élection présidentielle de 2021, le 3e homme. Pour le moment, le militant écologiste est le seul à s'être déclaré explicitement en faveur de l'interdiction de l'exploitation minière dans la réserve naturelle Yasuni, qui fera l'objet d'une consultation populaire le même jour que les élections. Les élections, ce sera les présidentielles, les législatives et un référendum. Peut-être vous devriez faire un planning, échelonner un petit peu. Je sais pas. Peut-être que ça a un sens que nous on perçoit pas vu de l'extérieur, du coup. Du fait des spécificités de la loi électorale équatorienne, qui prévoit qu'un candidat qui obtient au premier tour 40% des voix et 10 points de plus que le second. Alors, dans les sondages les plus optimistes, c'est le cas. C'est entre 25 et 40%. Et elle est largement en tête, Luisa González. Donc si on fait 40% et 10 points de plus que le deuxième, on est déclaré vainqueur d'office dès le premier tour. Luisa González pourrait être élue dès le 20 août. C'est un scénario peu probable, tempère cependant Pablo Ospina, car elle est inconnue du grand public et vient d'une région, celle de Quito, où le chorisme est très fort. De l'ancien président. Ce qui ne lui permet pas d'élargir sa base. Oui, c'est déjà des gens plus en tendance convaincus. Si elle est contrainte à un second tour, Luisa González risque même de se retrouver en difficulté, dans la mesure où le chorisme suscite encore beaucoup de rejets dans la population. Et de rappeler le précédent Andrés Arauz, en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2021, avec 13 points d'avance avant d'être battu par Guillermo Lasso. Donc le mec était en tête du premier tour et pourtant il a perdu. Alors que Lasso, il avait fait plusieurs campagnes, il s'était ramassé jusque-là, hein, mais... On disait à l'époque d'aller voir une faiseuse d'anges. Effectivement, bah on dit, quelle que soit la législation, c'est... Il me semble que le terme existe, mais... Et là, c'est des faiseuses d'anges très clandestines, du coup. À l'époque, Andrés Arauz était le porte-parole du choréisme. Désormais, il est candidat à la vice-présidence, derrière Luisa González, justement. Pensez, en tout cas, dans le camp de l'ancien président, que c'était elle la plus, sans débat possible, que c'était elle la plus à même de gagner. Le prochain gouvernement sera au pouvoir jusqu'en mai 2025. C'est pas très long, hein. Après, c'est les élections anticipées, c'est peut-être à cause de ça. Et donc, ils vous mettent en addenda où ils interviewent Leonidas Itza, à la tête de la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, qui fait une petite tournée européenne pour amplifier les luttes sociales et économiques. Et donc, son organisation est résumée sous l'acronyme CONEI. Voilà, comme ça, vous le saurez. Vous étiez donc c'est une interview, première question de Libération, avec des propos rapportés par SRR, je ne sais pas qui c'est. Ah bah c'est sûrement celui qui a écrit l'article d'avant. Samuel Ravier-Regna, probablement. Vous étiez le principal visage du mouvement social qui a agité l'Équateur l'année dernière. Mais vous avez retiré votre pré-candidature à l'élection présidentielle. Quel rôle souhaitez-vous jouer dans la campagne? Réponse de l'intéressé. D'abord, la CONEI va travailler pour les candidats présentés par le mouvement Pachakutik, qui est le bras politique de notre organisation. Alors, ça sonne plus, oui, comme un nom indigène, ça sonne pas comme un nom qui vient de l'espagnol, quoi. Je dis ça en ne parlant ni espagnol, ni les langues andines, hein, évidemment. Qui est le bras politique de notre organisation, dans le cadre des élections législatives qui ont également lieu le 20 août. En ce qui concerne l'élection présidentielle, nous avons décidé de ne soutenir aucun candidat. Nous considérons que les programmes... Alors même celui qui, justement, là, Yaku Pérez, qui est autochtone, qui est écolo, parce que justement, il parle aussi d'écologie, même si je sais pas s'il parle beaucoup d'économie, peut-être que c'est ça qui coince. Mais c'est qui cet homme glissant, là? Et merci Lex Calvin, qui nous raide avec une armée de 104 personnes, déterminées à parler d'international, déterminées à parler d'Équateur. Bah, vous arrivez un petit peu à la fin du sujet. Mais soyez les bienvenus, posez-vous toutes et tous. On fait quoi? Je sais pas, c'est Twitch, ils disent on est affilié depuis 1 an. Nous considérons que les programmes de gouvernement présentés par les candidats en liste ne portent pas les revendications principales du mouvement autochtone et des secteurs populaires qui sont exprimés lors des manifestations massives, on les avait chroniquées, de 2019 et de 2021. Nous verrons après le premier tour s'il faut prendre une décision différente. Peut-être qu'il y aura un truc à jouer. Alors peut-être que voilà, dans les candidats qui sont en tête, il n'y en a aucun qui lui convient. Et que du coup, pourquoi apporter un soutien sans participation, ce genre de choses, quoi. Enfin, la CONEI, donc c'est son organisation, va se mobiliser contre l'exploitation minière, justement. Ça, c'était une des revendications avec Pérez qui pouvait rentrer en intersection, quoi.
l'exploitation minière dans la réserve naturelle Yasuni, à propos de laquelle donc, il y aura une consultation le 20 août. Ils vont faire tous les scrutins le même jour. Il s'agit d'un débat de fond. Nous disons qu'il doit y avoir une autre manière de faire de l'économie que l'extractivisme. L'exploitation minière est mortelle pour l'agriculture, pour les agriculteurs, pour la conservation des biotopes. Considération écologique, mais pas que. Mince, mon chapeau pointu, qu'est-ce qui s'est passé, Quasi-Prolo? Quelles seront les priorités auxquelles devra s'atteler le prochain gouvernement? Il faudra des mesures sur le travail, pour soutenir les millions d'Équatoriens qui vivent du travail informel ou sont indépendants, notamment dans l'agriculture et l'élevage. Il faut aussi restaurer le droit à l'éducation. Et le droit, je crois qu'il y avait eu un triplement du budget consacré à l'éducation sous Correa. Restaurer le droit à l'éducation et le droit à la santé, qui sont abîmés par les politiques néolibérales de l'État, donc sous l'assaut. L'actuel président, très en disgrâce. Mais le premier sujet, c'est la sécurité. Et d'ailleurs, il est complètement dingue, l'actuel président. Genre, il est membre de l'Opus Dei. Enfin, ça va très loin, quoi. Et on comprend mieux pourquoi le conservatisme forcené religieux, en plus du côté ultra sécuritaire, plus économiquement libéral. Vraiment, il y a l'austérité. Il y a vraiment rien de bon pour les gens normaux, quoi. Mais le premier sujet, c'est la sécurité. Depuis 3 ans, l'Équateur est le pays le plus violent de la région. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a environ 25 morts par jour et ce chiffre augmente. Alors j'avais vu des chiffres qui corroboraient pas tout à fait ça, même si on voyait une nette augmentation du nombre d'homicides pour 100 000 habitants. Alors c'est sur le comment, encore une fois, bien sûr, que toujours les réponses vont diverger. Pour l'actuel président, faut taper sur tout le monde avec des flics. Évidemment. Comme on met un terme à ces violences, il faut regarder la délinquance et le narcotrafic comme des problèmes structurels. Ceux qui nous gouvernent pensent qu'on pourra régler le problème seulement avec le recours à la force armée, mais ils se trompent. Sur les 8 millions d'actifs dans le pays, 6 millions n'ont pas d'emploi stable. La classe ouvrière est précaire et n'a pas les moyens d'étudier ni de se nourrir correctement. C'est un terrain propice, s'il en est, pour toutes les mafias qui cherchent à recruter nos jeunes. Si nous voulons résoudre le problème structurel de l'insécurité, il ne suffit pas d'ajouter des militaires ou des policiers, il faut surtout renforcer les capacités de l'État. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. C'est une politique de long terme qui exige de redistribuer les richesses pour améliorer les conditions de vie de chacun. Ça devrait être le b.a.-ba. Merci pour le follow, Raspanda. Et Pixel2 qui vous met le lien justement de la mouvance de la personne qui interviewait Leonidas Itza, à savoir Pacha Kutik, que je prononce probablement très mal. Donc un peu de redistribution des richesses, écoutez, on va pas être contre. Quelles mesures le prochain gouvernement? Parce que sachant que quelles sont les richesses de l'Équateur, c'est vrai qu'on n'a pas trop fait un lien. Il y a le commerce de la banane, du cacao, même s'ils sont derrière les pays d'Afrique de l'Ouest en la matière. Le pétrole, évidemment. Et je crois qu'il y avait un quatrième... Et le tourisme. Il me semble que c'est les 4 pôles économiques de l'Équateur. Quelles mesures le prochain gouvernement devra-t-il prendre pour améliorer les conditions de vie des autochtones en Équateur? Réponse, le sujet des autochtones est un problème persistant qu'aucun gouvernement n'a pris au sérieux ces dernières années. Correa, il y avait eu des petites concessions. Alors après, là, les 2 derniers, Lénine Moreno et Guillermo Lasso, ils en... Non. C'est même eux le problème, visiblement, ça, pour eux. Nous demanderons au prochain gouvernement de garantir l'accès des autochtones aux droits collectifs, comme le droit à la terre. C'est pas le... C'est fou, quoi. Ils n'ont pas de droit à la terre parce qu'ils sont autochtones. Sur le sujet, nous disposons depuis 2008 d'une constitution très progressiste, ambitieuse, qui reconnaît le caractère plurinational de l'État et la mémoire de notre civilisation millénaire. Spoiler, l'histoire de l'Amérique latine n'a pas commencé avec l'invasion du colon espagnol et portugais. Il s'agit maintenant de traduire dans la réalité les droits que nous confère ce texte fondamental. Oui, il y a une constitution, mais ce serait bien de l'appliquer, du coup. L'autre enjeu, c'est de combattre la pauvreté. En Équateur, les populations autochtones sont les plus durement touchées par ce phénomène, avec pour effet immédiat une malnutrition chronique. Chez les autochtones, elle concerne entre 55 et 60% des enfants de moins de 5 ans. Quel niveau de fils de programmerie quand t'as une couche entière de la population où 60% des enfants sont en malnutrition, quoi. Nous sommes en faveur de politiques de restauration des terres qui permettraient de sortir des familles entières de la pauvreté. C'est clair que s'ils n'ont pas un accès à la terre, alors que c'est eux qui sont le plus en malnutrition, il y a quand même... Le problème, tu pourras le régler de façon relativement rapide.
En juin 2022, la CONAIE a été à la tête de manifestations de grande ampleur qui ont duré 18 jours et paralysé une partie de la capitale Quito. 13 mois plus tard, qu'est-ce que les manifestants ont obtenu? Réponse. Les manifestations de 2022, comme celles de 2019, ne sont pas un mouvement exclusivement autochtone, comme le gouvernement de Guillermo Lasso l'a prétendu pour faire croire à un problème ethnique. Il s'agissait d'une lutte de classe. Les mots sont lâchés, à laquelle ont participé des autochtones, des blancs, des métis, des cholos, je ne sais pas ce que c'est. Sûrement une peuplade d'Équateur, que je ne connais pas, des Afro-Américains. Les luttes autochtones vont de pair avec les luttes contre le modèle capitaliste et nous revendiquons à la fois, n'hésitez pas à me dire ce que c'est les cholos sur le chat d'ailleurs, nous revendiquons à la fois notre appartenance culturelle et notre identité de classe. Intersection. Ceci dit, pour répondre à votre propre question, nous avons porté 10 revendications fortes. Nous avons obtenu gain de cause sur la réduction du prix des combustibles qui a baissé de 15 centimes. Dans une certaine mesure, nous avons aussi obtenu l'arrêt de l'augmentation des prix de produits de première nécessité dû à la spéculation et d'autres avancées dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Oui, parce que quand c'est l'inflation, même là tu peux lutter contre, mais quand c'est juste spéculatif et que c'est des produits de première nécessité, il y a quand même quelque chose d'urgent à faire. Malheureusement, le gouvernement n'a pas tenu les promesses qu'il avait faites lors de négociations de cet automne. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre fin au dialogue fin février. En juin 2022, les manifestations avaient été durement réprimées. Guillermo Lasso avait parlé d'une tentative de coup d'État et au moins 7 participants avaient été tués, ainsi qu'un militaire. Le gouvernement n'a pas voulu trouver une issue à la crise par le dialogue ou par la politique, mais seulement par la peur, avec une attitude militariste. Ah, on a vu ça dans d'autres pays. On a vu à quel point ça a bien réglé les problèmes. Il a mis en œuvre une logique de répression d'État que l'on a souvent observée ces dernières années en Amérique latine, en Colombie, au Pérou, en Bolivie, au Chili, à Haïti. L'objectif est de dissuader les manifestants de descendre dans la rue en leur tirant dessus. Et pas juste au LBD. Parce que même si, bah voilà, se faire éborgner, c'est jamais cool. Puis même des fois, on en meurt, hein, on l'a vu justement. Là, le maintien de l'ordre, soi-disant réussi en France. Bon, bah le bilan pour l'instant, c'est quand même un mort à partir de LBD, 7 blessés, dont 5 éborgnés et 2 personnes dans le coma. Maintien de l'ordre réussi, qu'on vous dit. Dans quel but êtes-vous venu en Europe à quelques semaines de l'élection présidentielle, puisque c'est dans ce cadre-là qu'il a été interrogé. Nous pensons que les mouvements sociaux ne peuvent pas rester cantonnés au niveau national. Il faut qu'ils se répandent, qu'ils se massifient. Je suis venu dans un esprit internationaliste. Décidément, on dit les termes jusqu'au bout. Nous avons tous la même identité humaine. Je suis venu porter un message écologiste sur l'urgence de sauver la planète. Il s'agit de la survie de l'humanité pour laquelle nous avons lancé notre campagne dans le cadre de la consultation sur le Yasuni. Pour nous, c'est important de porter ce message en Europe car il s'adresse aussi à des grandes entreprises qui mettent en danger la vie des peuples autochtones en persistant dans l'exploitation minière. Nous ne pouvons pas nous en tenir à une lutte locale. À la fois parce que l'écologie c'est forcément un sujet mondial. Le climat est mondial, même s'il y a des microclimats, tout ça, amené à changer évidemment. Mais là aussi, l'autre point d'achoppement, c'est que c'est beaucoup d'entreprises européennes qui font cette exploitation, qui mènent cette exploitation en Équateur. Donc forcément, ça joue. Et je vous invite à monter en vocal si vous souhaitez participer, nous donner des compléments. Déjà avec moi en vocal, j'ai Aska et l'humour de droite si un peu réagir. Ça quand même. Ouais, écoute, on élargit notre public. Hein. Ouais. Non, moi j'aime bien. Aska Lourdes, est-ce que vous avez une réaction par rapport au sujet qu'on a écouté? Et vous n'hésitez pas du coup dans la rediffusion à consulter les bonus que je vous ai mis qu'on n'a pas le temps de regarder, notamment le reportage. En plus je crois que c'est une coproduction, donc je sais pas en termes de droit d'auteur, est-ce que ça ferait pas bloquer la rediff? Mais je vous le mettrai et ça fait partie des choses pour comprendre un petit peu le background, notamment politique, de ce qui se joue aujourd'hui. Bah écoute, faut voir comment ça évolue avec les élections. Hein. C'est compliqué. D'ici un mois. C'est compliqué depuis avec la distance qu'il y a de savoir exactement ce qui se passe quand on n'a pas des gens sur place. Donc. Mais c'est fou que même les partis progressistes, l'avortement, il n'en soit pas question. Alors que visiblement, c'est quand même, il y a des revendications, il y a des luttes féministes qui se saisissent à bras le corps du sujet, mais qui ne trouvent pas de représentation électorale. Ouais, après c'est les sujets de société, il faut que la mentalité globale de la population elle évolue dans ce sens-là. J'ai l'impression que c'est un peu chacun son tour, quoi. Ça va toujours à peu près dans le même sens, généralement et pas toujours. Ouais. Mais ouais.
Malheureusement. Enfin, malheureusement. Enfin, c'est comme ça, quoi, j'ai l'impression. En tout cas, la situation, ils ont connu une situation meilleure par le passé, alors pas sur cette question spécifique, mais une situation où le niveau de vie était meilleur, où on avait augmenté aussi beaucoup le niveau d'instruction, on avait divisé par 3 l'illettrisme dans les années Corée, et où le taux d'homicide était tombé au plus bas par rapport à tout le reste de l'Amérique latine, il me semble. Donc il y a des choses qui ont marché par le passé et il y a une candidate qui se propose de mener une politique qui s'en inspire et qui est dans sa droite lignée. Donc on peut qu'espérer pour les Équatoriens que ce soit ce qui arrive, puisque le niveau d'insécurité est directement, enfin en tout cas est concomitant à la hausse de la pauvreté pour les droitos qui veulent jamais mettre les deux en rapport. Parce que encore une fois, là, les droitos de là-bas, ils disent oui, le problème c'est les autochtones, vu que c'est pas des migrants, tu vois, c'est des gens qui sont là-bas depuis des millénaires. Je sais pas si on peut parler Les métis en Équateur, d'accord, d'insécurité, merci. c'est un peu un euphémisme. C'est un peu un euphémisme. On n'est pas dans le stade de l'insécurité, tu vois. On est en stade d'une terre misère. Et là, c'est. Enfin, voilà. Merci pour le follow NBZH. L'insécurité, c'est un concept. C'est un concept occidental pour dire que, ouais, nos rues ne sont pas sûres, alors que bon, perso, n'importe quelle rue de France. Ouais, je pense qu'elle est quand même plus sûre que pas mal de rues en Équateur. Ça, je sais pas. Est-ce que n'importe quelle rue de France est plus sûre que n'importe quelle rue en Équateur? Je sais pas, peut-être dans le quartier où il habite Guillermo Lasso, ça doit être relativement tranquille, tu vois. Oui, non, mais oui, c'est forcément. Enfin bref. Bah écoutez, si vous souhaitez réagir, le micro vous est tendu. Et sinon, on peut couper ici le sujet pour la rediffusion. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Viewer du futur.